Comme on l'a dit tout à l'heure, je suis philosophe de la biologie et philosophe des sciences. Puis en fait, ce dont il faut se rappeler, c'est que la philosophie et les sciences ont souvent été des partenaires. Donc, quand on pense à Aristote, Aristote, c'est un philosophe de la biologie. C'est un biologiste qui faisait de la philosophie ou un philosophe qui faisait de la biologie. Leibniz, dont vous avez peut-être entendu parler, ou Descartes, il s'intéressait beaucoup aux mathématiques, à la physique. Donc, le fait que les philosophes s'intéressent à des questions de science, ce n'est pas inusité. En fait, ça correspond à la grande majorité de l'histoire de la philosophie. Aujourd'hui, comme question de philosophie des sciences, je vais m'intéresser à une question qui semble un peu banale, comme la plupart des questions en philosophie. D'ailleurs, souvent les questions semblent soit extrêmement simples et banales, soit tellement complexes que ça ne sert à rien d'essayer d'y répondre. Puis on réalise souvent que c'est entre les deux. Ce n'est pas aussi simple qu'on le pensait et souvent, ce n'est pas aussi complexe qu'on le pensait. D'accord? Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est se pencher sur la question, est-ce que la philosophie peut nous aider à réfléchir à c'est quoi un expert? Donc là, vous lisez sur Facebook, quelque part, qu'il y a une nouvelle diète ou il y a une nouvelle technique d'augmenter votre concentration aux examens, puis c'est de manger des pommes grenades, la tête à l'envers, et que si vous mangez des pommes grenades, la tête à l'envers, vous allez avoir des meilleurs résultats aux examens. Je tiens à préciser que ce n'est pas vrai. Okay? Juste, si vous ne prenez pas ça en note, j'ai vu des crayons bouger, c'est pas vrai. Mais là, on entend ça, puis là, la question, c'est, il y a un expert qui dit ça, et souvent, on ne se pose pas la question, oui, mais est-ce que c'est un bon expert? D'accord? La question de l'expertise, on se la pose, et souvent, on n'essaie pas d'y répondre vraiment. Donc, on pose la question, puis on ne sait pas trop comment ensuite offrir une réponse à la question, qu'est-ce qu'un vrai expert? Est-ce qu'on peut identifier les vrais experts? Ça, c'est un sondage qui a été fait parmi les lecteurs de la revue de vulgarisation scientifique américaine Scientific American en 2010. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, donc la question, c'est à quel point faites-vous confiance aux scientifiques par rapport à telle question? Okay? Puis ce qu'on voit, c'est que, il faut comprendre que c'est des lecteurs de Scientific American. Donc, c'est déjà des lecteurs, ils sont déjà bien prédisposés face à la science. Okay? Ce n'est pas du monde qui est anti-science, c'est du monde qui est pro-science, qui aime ça. C'est comme si on demandait aux lecteurs de la revue Québec Science, est-ce que vous faites confiance aux scientifiques? C'est un lectorat qui a un biais positif par rapport aux scientifiques. Et même parmi ce lectorat-là, qui est bien prédisposé face à la science, on voit que, bon, ils font pas mal confiance aux biologistes par rapport à l'évolution. Okay? Donc, ici, c'est neutral, ça veut dire, bof, je suis indécis, si on veut. Trust, c'est que je fais confiance. Highly trust, c'est que je fais vraiment beaucoup confiance aux scientifiques. Ce qui est assez inquiétant, c'est que même parmi les lecteurs de Scientific American, il n'y a aucune question pour laquelle il y a une confiance très élevée. On peut se dire, c'est le fun, ils ont l'esprit critique, c'est vrai. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a plein de débats de société où on hésite à aller chercher l'opinion d'experts qui pourraient informer notre décision démocratique. Okay? Et là, ce qu'on voit, c'est que pour l'évolution, la confiance est relativement élevée. Énergie renouvelable, l'origine de l'univers, cellules souches, les causes du cancer, nucléaire. Mais en bas, on voit virus de la grippe, des médicaments antidépressifs, antipsychotropes, les pesticides, génétiquement modifiés, les vitamines, la nourriture. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il n'y a pas une confiance ou une méfiance envers les experts scientifiques. Ce n'est pas un phénomène qu'on appellerait homogène, qui est assez d'un même type. En fait, ce qu'on observe, c'est que pour diverses questions, on fait beaucoup confiance aux experts scientifiques, puis pour d'autres questions, très peu. Et ce qu'on voit, c'est que parmi, disons, ceux qui s'intéressent aux approches réalistes par rapport à l'expertise, il y a deux grandes familles de théories de l'expertise qui ont émergé. D'abord, il y a ce que je qualifierais théorie morale de l'expertise. Ça fait bizarre de dire morale, mais c'est que John Hardwig, puis il y en a d'autres, mais John Hardwig, lui disait, OK, il y a une dépendance par rapport aux connaissances de quelqu'un d'autre. Le paradoxe de l'expertise m'indique que
je n'ai pas les moyens de déterminer si mon expert a des connaissances justifiées, parce que si j'étais capable, je serais un expert, je n'aurais pas besoin de lui ou de elle. Donc, fondamentalement, c'est un acte de foi. Okay? C'est une relation de confiance. Quand on écoute un expert, on se met entre ses mains. Okay? Donc, quelque part, je dis que c'est une théorie morale parce que ce que John Hardwick dit, c'est que comme les scientifiques, l'expertise scientifique est fondamentalement une relation de confiance par rapport aux profanes, au public, bien, il faut faire l'éducation morale des scientifiques. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont une responsabilité morale par rapport à la relation de dépendance du public par rapport à leurs énoncés. Et ce qu'il indique aussi, c'est qu'à cause de ça, comme c'est une relation de confiance, comme il faut faire l'éducation morale des scientifiques, il faut une grande diversité culturelle, raciale, hommes-femmes, de tous les types, parmi les communautés de scientifiques, parce qu'il y a plein de groupes qui vont avoir la difficulté à faire confiance à l'opinion d'experts si l'expert n'appartient pas à leur propre communauté. Okay? Il y a une histoire tragique là, aux États-Unis. On est en février, là, donc c'est le mois de l'histoire noire en Amérique du Nord, peut-être dans le monde, mais au moins en Amérique du Nord. Mais en fait, la communauté noire américaine a été exploitée, puis là, je ne parle pas de la guerre de sécession, là je parle au 20e siècle, dans des expériences scientifiques. Googlez le Tuskegee, ou disons dans un cours d'éthique, là, je pourrais vous l'épeler après. Les Noirs se sont vraiment fait exploiter par la recherche scientifique biomédicale, par des grosses expériences dans les années au 20e siècle. Donc là, si vous avez une nouvelle équipe d'experts qui arrive dans ces communautés-là, dont le grand-père ou le père a subi ces expériences-là, il n'y a pas de relation de confiance. OK? Donc là, John Hardwick, ce qu'il dit, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de Noirs dans la communauté scientifique parce qu'il y a plus de chances qu'on traite les Noirs avec respect, et donc il y a une relation de confiance entre les experts et le public. Okay? Donc, l'approche de John Hardwick, puis il ne s'intéresse pas juste à la communauté noire. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut plus de diversité dans la communauté d'experts pour justement maintenir cette relation de confiance. Donc, c'est une approche qui est intéressante, mais elle pose des problèmes. Je vais en mentionner 3. D'une part, puis ça, c'est un problème sérieux, comment gérer les désaccords entre les experts? Si on réussissait à bâtir, disons, une relation de l'expert sur la confiance, qu'est-ce qui arrive quand tu as 2 experts en qui tu fais confiance, qui te disent des choses qui sont en contradiction? La théorie de Hardwick ne nous permet pas de décider, en partie de notre ignorance partielle, comment choisir entre des experts qui ne sont pas d'accord. Deuxième problème, c'est que c'est difficile à faire vraiment fonctionner. Pourquoi? Puis là, je m'excuse de dire ça. En fait, là, c'est enregistré en plus. Mais ça présuppose l'éducation morale des scientifiques. Ça présume que l'éducation morale fonctionne. Okay? Ça fait 2500 ans qu'on enseigne l'éthique. Si ça marchait, on s'en serait rendu compte. Okay? Il y aurait eu comme une espèce d'amélioration des comportements moraux ou éthiques des humains. Or, on a encore des menteurs, on a encore des criminels, on a encore... Okay? Donc, on peut douter, sinon pas de toute efficacité de l'éducation morale, que ce soit des scientifiques ou d'autres personnes, mais du moins, on peut être sceptique de est-ce que c'est possible de l'appliquer de manière très large. Okay? Donc, ça, il y a une question par rapport à, même si Hardwick avait raison, est-ce qu'on serait capable de faire fonctionner un programme d'éducation morale des scientifiques pour qu'il soit digne de confiance? Okay? Troisième problème, ça c'est un problème qui m'intéresse plus en tant que philosophe des sciences, c'est que cette approche-là renforce ce qu'on appelle le biais de confirmation. Biais de confirmation, si vous avez un cours d'introduction à la psychologie, vous allez en entendre parler sous une forme ou une autre, peut-être dans un cours de philo aussi, c'est qu'on a tendance à accepter plus facilement des énoncés qui confirment ce qu'on croyait déjà. Okay? Donc moi, je crois que je suis un bon philosophe. Okay? En toute humilité, je crois que je suis un bon philosophe. Là, il y a 2 personnes qui arrivent. Il y en a un qui me dit « Tu es un bon philosophe ». L'autre, il dit « Tu n'es pas vargeux comme philosophe ».
naturellement, puis ce n'est pas juste une question d'orgueil, je vais avoir tendance à plus faire confiance à la personne qui confirme ce que je croyais déjà que l'autre, indépendamment de est-ce qu'ils ont des bons arguments ou... Et je dirais, un des points très utiles et forts de la philosophie, c'est d'essayer de limiter notre biais de confirmation. Tu sais, quand on dit la pensée critique, mais c'est une pensée critique pour essayer de ne pas tomber dans nos premières impressions, de ne pas toujours se fier à nos premières impressions. OK? Or, si vous avez une théorie de l'expert scientifique qui est bâtie sur la relation de confiance, bien, vous allez faire plus confiance à des gens qui disent ce que vous voulez entendre ou qui disent ce que vous croyez déjà. Donc, c'est une théorie de l'expertise, en gros, qui peut renforcer votre propre ignorance. Parce que vous allez plus faire confiance aux experts qui vous arrangent. OK? Donc, ça, c'est 3 problèmes. Ce n'est pas des problèmes juste avec la théorie de Hardwig, mais c'est 3 problèmes qu'une théorie basée sur la confiance auxquels elle doit répondre de manière particulière. Il y a un autre... Donc ça, c'est la première famille. Ce n'est pas le seul. Hein. Il y a plein de philosophes qui ont défendu une théorie morale de l'expertise. L'autre type de théorie, c'est ce qu'on qualifierait d'une théorie épistémique de l'expertise. Okay? Donc, morale, c'est plus les considérations éthiques. Théorie épistémique de l'expertise, c'est plus intéressé dans la justification des connaissances. OK? Puis là, je mentionne juste, là, Alvin Goldman, c'est un philosophe qui s'est penché là-dessus, mais on retrouve des approches similaires chez plein d'autres philosophes qui ont développé des approches similaires. Puis là, lui, il identifie, si on veut, pas des trucs, mais des indices qu'on est en train d'écouter un expert qui est qualifié. Donc, il n'est pas en train de dire que si on suit cette recette-là, on est garanti que l'expert a raison. Ce n'est pas une question de raison. C'est est-ce que c'est raisonnable d'écouter cette personne-là? OK? Mais cette personne-là peut avoir tort. Ce n'est pas une question de qui a raison, qui a tort. C'est qui est-ce que c'est raisonnable d'écouter. Vous comprenez? C'est un niveau, disons, un petit peu différent par rapport à la relation d'expertise. Puis en gros, puis là, c'est des trucs assez intuitifs. Il dit, est-ce qu'il y a accord entre les scientifiques? Donc, en gros, il dit, c'est plus raisonnable d'écouter un scientifique qui fait partie du consensus scientifique que d'écouter celui qui est à l'extérieur, qui peut sembler un peu crackpot, choses comme ça. Okay? Les diplômes et les prix, c'est pas comme ça qu'il l'énonce, mais en gros, c'est est-ce qu'il y a des types de reconnaissance que la communauté des chercheurs a décerné à cet expert potentiel, qui me donne des raisons, des moyens raisonnables de déterminer si cette personne-là est digne de mon attention. Et un point qui est très important maintenant, c'est est-ce que j'ai des raisons de croire qu'il y a des conflits d'intérêts? Donc là, disons que vous avez 3 experts potentiels. Là, Goldman y arriverait, là, puis là, lui a sa recette. Puis là, il dit, OK, j'ai 3 experts potentiels qui veulent me dire quelque chose sur les pommes grenades. OK? Puis là-dedans, il y a 2 diététiciens, puis il y a un géographe. Je me dis, OK, géographe, il est peut-être intéressant, mais il ne fait pas partie du consensus scientifique par rapport à cette question-là. Là, je prends mes 2 diététiciens. Il y en a un qui dit quelque chose qui est cohérent avec le consensus scientifique, l'autre ne l'est pas. Là, il dirait, bien, écoute, il y a plus de chances de croire celui qui fait partie du consensus scientifique. Est-ce qu'il y a un diplôme dans la discipline sur lequel il se prononce? Est-ce qu'il a reçu des prix de sa communauté scientifique? Puis là, on s'entend, là. Il n'est pas en train de dire que ça, c'est des garanties. Il dit juste que c'est des indices. Okay? Il y a plein de monde qui a des diplômes qui disent des bêtises tout le temps. Okay? Donc, ce n'est pas que le diplôme est un garant de vérité. C'est juste que c'est un indice que cette personne-là, ses connaissances ont été validées par d'autres personnes. L'existence ou non de conflit d'intérêts. Donc là, on se retrouve avec un petit groupe de diététiciens qui veulent parler de pommes grenades. Puis il y en a un qui est sponsorisé par les producteurs de pommes grenades. Je ne sais même pas où ça pousse, on va dire à Grenade, mais j'ai aucune idée, là. J'ai aucune idée où ça pousse. Donc, on a un de ces experts-là qui, ses recherches sont financées par les producteurs de pommes grenades. Mais Goldman, il dirait, il a peut-être raison, mais on a un indice que peut-être que ces énoncés sont affectés par d'autres considérations
que c'est sa connaissance. Il y a un gain qui peut être fait. Deux problèmes avec ce type d'approche-là, entre autres. Comment des moyens sont-ils maintenus? Okay? Donc là, ici, c'est plutôt une question, ça c'est complètement, je ne veux pas dire accidentel, mais ça reflète un peu, disons, l'histoire de la communauté des scientifiques en ce moment. Mais il y a plein de moments, des périodes de l'humanité où il n'y a pas eu de diplôme. Il y a plein de périodes où il n'y avait pas vraiment d'accord entre les scientifiques parce que tout le monde travaillait de son côté. Il y a plein de... l'existence de conflits d'intérêts, à certaines époques, tout le monde avait des gros conflits d'intérêts. Donc, quelque part, ce n'est pas un bon moyen pour distinguer qui devrait-on écouter ou autre. Donc, en gros, on peut s'inquiéter de est-ce que c'est une solution qui est vraiment assez générale ou est-ce qu'elle fonctionne seulement dans les démocraties libérales, 20e siècle, d'après-guerre, financement public de la recherche. Est-ce que c'est vraiment une théorie générale ou est-ce que c'est juste des indices qui fonctionnent dans certains contextes donnés? Deuxième problème, c'est qu'on ne s'est pas débarrassé du problème du renforcement du biais de confirmation. Okay? On va encore écouter plus les gens qui disent ce qui nous arrange. Mais là, je veux parler surtout de est-ce que c'est, si on veut, réaliste, en fait, est-ce que c'est généralisable comme truc? Puis là, ici, quelqu'un qui peut nous aider, ce n'est pas un philosophe, c'est un sociologue. Okay? Le sociologue s'appelle Robert K. Merton. Si vous avez déjà entendu parler de l'expression « self-fulfilling prophecy », okay? Ça vient de Merton. Okay? Puis Merton a inventé, si on veut, la sociologie des sciences. Lui, ce qui l'intéressait, c'est comment expliquer le fait que la science, comme communauté, semble vraiment bien fonctionner pour créer des nouvelles connaissances, créer des nouveaux outils. Okay? Ce n'est pas juste que le monde s'appelle scientifique et que ça reflète juste l'idéologie du moment. Il reste que cette communauté-là fait voler des avions plus haut, trouve des antibiotiques, d'accord? Donc, trouve plein de choses qui semblent souligner un succès de leur démarche de connaissance. Et là, lui, ce qu'il a essayé de faire, c'est qu'il a essayé d'identifier des propriétés, comme des valeurs que la communauté scientifique a. Donc, il n'est pas en train de dire que ces scientifiques-là sont complètement désintéressés, que c'est toujours la recherche de l'originalité, qu'ils sont toujours assez sceptiques. Communalisme, à l'époque, il appelait ça communisme, mais il y a eu la guerre froide. Puis là, c'était comme pas winner aux États-Unis de dire « ma thèse dépend sur le communisme ». Donc, il a dit « non, non, c'est pas communisme, c'est communalisme okay? ». Parce que là, ça semblait moins. Mais ce qu'il disait, c'est qu'en gros, la communauté scientifique, elle était communiste. C'était pas péjoratif. Là. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on partageait l'information, on partageait les infrastructures de recherche. Donc, c'était plus une approche de... C'était pas une approche qui était fondamentalement sur des inégalités de financement, mais sur le partage des ressources. Il y a un scepticisme organisé dans la communauté scientifique qui fait qu'on teste les affirmations des scientifiques régulièrement. En philosophie des sciences, je ne sais pas si vous entendez le terme, ces noms-là, mais quand on parle de Popper, qui est un philosophe qui, lui, s'intéressait beaucoup à la notion de test et d'échec. Okay? Je ne parlerai pas de Popper aujourd'hui. Là, ce qui m'intéresse plus, c'est comment la communauté scientifique elle était décrite. Puis là, on commence à voir que je reprochais tout à l'heure à Goldman le fait qu'il ne nous expliquait pas pourquoi comment sa théorie serait généralisable. Avec Merton, on voit un peu plus comment. En gros, si on met Alvin plus Goldman, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir une théorie de l'expertise où on a des indices de qui écouter. Puis la question, c'est oui, mais pourquoi ces indices-là, on les retrouve dans le monde? On les retrouve dans le monde parce que la communauté scientifique a des valeurs, des idéaux, et que comme elle a ces idéaux-là vers lesquels elle essaie d'atteindre, ça génère les résultats positifs, les indices positifs qui sont identifiés par Goldman. Quand on parle des fois, là, vous allez entendre à la radio ou l'expression peer review, okay? L'évaluation par les pairs. Donc là, quand on dit que ça, c'est un article scientifique qui a passé le peer review, on n'est pas en train de dire que c'est vrai. On est en train de dire que ça a passé un test. Okay? C'est différent, ça. Donc, ça dit qu'un article qui a passé un test, c'est plus raisonnable de donner de l'attention à cet article-là qu'un article qui n'a pas passé de test. L'article qui n'a pas passé de test est peut-être vrai. C'est juste qu'on n'a pas de raison légitime de lui accorder confiance.
Disons qu'on parle de la fin du monde, on parle de changement du climat. Ça, c'est, je ne le connais pas, là, donc je ne veux pas, il est peut-être très gentil, mais c'est quelqu'un dans un parc à Londres, Hyde Park, puis chaque dimanche, il va là avec un petit panneau, il dit « It's going to get worse ». Ça va empirer. OK? Il a sûrement raison. Mais la question, c'est est-ce que c'est lui notre expert de changement du climat? Il a peut-être raison. Peut-être qu'il sait plein de choses sur le climat. Mais je n'ai pas d'indice que c'est raisonnable de donner de l'attention à son affirmation. Ça ici, c'est une, je vous rassure, c'est une caricature. C'est un scientifique qui essaie de faire publier un article. OK? Ça, c'est drôle et tragique pour les profs d'université parce que comment le peer review fonctionne, c'est que, disons que moi, je veux faire publier un article dans une grosse revue. Ma carrière demande ça, OK? Puis ça me tente. Donc là, je l'envoie à l'éditeur. Là, l'éditeur trouve deux évaluateurs. Là, mon article, la plupart des revues, les revues changent, ont des méthodes différentes selon les revues, selon les disciplines. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que je dois cacher mon nom, dans l'article. Il ne faut pas que les évaluateurs puissent savoir qui je suis, pour qu'il y ait de l'objectivité, si vous voulez, la distance. J'envoie mon article qui est anonyme, l'éditeur sait qui je suis, mais l'éditeur l'envoie à deux évaluateurs qui, eux, ne savent pas qui je suis. Puis là, les deux évaluateurs regardent l'article, puis disent « Ah non, non, ça c'est bien justifié », ou, ce qui arrive souvent malheureusement, c'est « Ah, c'est pas bon, cette affaire-là, on ne publie pas ». Mais, et là, ensuite, l'éditeur, s'il y a deux rapports positifs, il publie l'article. S'il y a un rapport positif, un rapport négatif, il doit porter un jugement. Bon, OK, mais l'évaluation par les pairs, c'est cette machine d'évaluation des affirmations des experts. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le peer review ne garantit pas la vérité, mais il accorde une valeur épistémique additionnelle à l'énoncé. Un énoncé qui a passé un test, c'est un indice que c'est un énoncé qui mérite plus notre attention qu'un énoncé qui n'a pas passé de test. Okay? Puis là, on commence à voir comment une théorie de l'expertise peut se bâtir. Ce n'est pas de dire que l'expert scientifique a raison, c'est de se demander, le scientifique qui fait l'énoncé, le type d'énoncé qu'il fait, est-ce qu'il reflète le consensus scientifique? Est-ce que le scientifique est, si on veut, accrédité? Est-ce qu'il a des diplômes dans la bonne discipline? Est-ce qu'il a publié déjà des articles? Est-ce qu'il a eu du succès dans le passé? Est-ce qu'il y a eu vraiment, ces affirmations ont été examinées par d'autres experts qui se penchent sur est-ce que cet article-là est bon ou non? Puis là, ça, c'est les indices de ce qu'est un expert. Dans la théorie de l'expertise que j'essaie de décrire aujourd'hui, je ne vous dis pas qu'il faut suspendre complètement notre pensée critique. Mais c'est que notre pensée critique ne devrait pas être nécessairement tournée vers celui qui fait l'énoncé, mais de s'intéresser à la communauté dans laquelle il appartient. Est-ce que la communauté de scientifiques à laquelle il appartient essaie de voir qui a raison et qui a tort d'une manière qui est rationnelle? Okay? Donc, je délègue mes inquiétudes, si vous voulez, aux institutions scientifiques plutôt qu'un scepticisme qui est moi qui essaie d'être sceptique de toute affirmation scientifique, ce dont on n'est pas capable parce qu'on n'a pas le background pour évaluer toutes ces affirmations-là. En conclusion, c'est évident qu'on a besoin des experts, puis ce qui est encourageant pour moi, puis pour vous si vous tripez sur la philo, puis pour les autres, bien écoutez, il n'est pas trop tard pour vous soigner. La philosophie des sciences, les philosophes des sciences peuvent aider à identifier c'est quoi l'expertise. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent on dit que l'éthique, c'est important pour la société, mais là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a d'autres types de philosophies qui ont un rôle social à jouer. Le philosophe des sciences peut aider la société à comprendre qui devrait nourrir, à qui devrait-on se fier pour nourrir le débat public, pour la pomme grenade, mais aussi pour les changements climatiques. Merci beaucoup.